m'appelle Nathalie Cadier, je suis l'adjointe du médiateur pour le groupe Engie et j'ai été formée à la médiation au CNAM. Alors, je ne vais pas vous raconter une histoire, mais je vais vous partager ce que je fais dans le cadre de la médiation de la consommation entre une grande entreprise fournisseur de gaz, d'électricité et de services associés qui est Engie et ses clients. C'est-à-dire que je vous parle d'environ 450 dossiers de médiation par an que nous traitons avec près de 95% d'accords. Nous sommes une équipe de 12 personnes pour traiter de ces litiges entre des clients et des filiales d'Engie en France. Le médiateur est nommé par une commission d'État sous le contrôle de la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui garantit l'indépendance du médiateur et de son équipe. Nous créons une réelle proximité avec le client, avec un interlocuteur unique qui le contacte par téléphone et qui s'occupe de son dossier de A à Z. Alors, quelles sont les grandes étapes de notre médiation? Donc, nous vérifions la recevabilité du dossier, c'est la première étape. Il faut que la réclamation ait été formulée au préalable par écrit auprès des services consommateurs et qu'elle n'ait pas reçu de réponse satisfaisante. C'est un préalable. Ensuite, le chargé de médiation va appeler le client et lors de cet échange téléphonique, il va lui expliquer comment la médiation va se dérouler. On va lui parler des valeurs et de l'esprit de la médiation, de l'indépendance, de l'équité, de l'impartialité, du respect, de la liberté. Et surtout, on va l'écouter sur son litige. Il a parfois fait de longues démarches où il ne s'est pas senti entendu. Et là, on va prendre le temps. Le monde de l'énergie est aussi très technique, souvent obscur pour les clients, et nous allons, à cette occasion, repérer les incompréhensions, les attentes et les points à vérifier. Ensuite, le chargé de médiation va solliciter son correspondant dans la filiale concernée pour obtenir un historique complet du dossier. Et une fois qu'il a tous les éléments, il va analyser de manière très précise et objective les faits. Il va construire une explication argumentée et pédagogique. Il va estimer les dommages et les réparations éventuelles à produire. Tout cela en droit et en équité. Ensuite, il négocie la solution, d'abord avec la filiale, puis il revient vers le client pour lui expliquer et lui proposer la solution, et le client a le choix d'accepter ou de refuser. S'il a des arguments nouveaux, une discussion peut s'installer pour arriver à une solution juste et acceptable pour tous. Et enfin, pour clôturer la médiation, la proposition de solution acceptée est signée par le médiateur. Elle est adressée au client et à la filiale pour mise en œuvre. Et il faut savoir que dans près de 95%, les solutions ont été acceptées en 2019. Donc, c'est un très fort pourcentage. À la clôture de la médiation, une enquête de satisfaction est menée par un organisme externe et 90% des requérants sont satisfaits de l'action de la médiation. Alors, un dernier point, il y a une autre mission importante qui est dévolue au médiateur de la consommation, c'est celle d'émettre des recommandations d'amélioration à l'entreprise. C'est-à-dire qu'au vu des litiges qui sont rencontrés, pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Ces recommandations, elles sont discutées avec l'entité concernée et elles sont ensuite publiées dans le rapport annuel et sur le site internet du médiateur. Elles sont donc publiques. Alors, pour illustrer mes propos, je vous propose deux exemples de cas de médiation. Le premier, c'est celui du versement de la prime économie d'énergie. L'État a mis en place des dispositifs incitatifs pour le remplacement des chaudières fuel ou gaz peu économes vers des chaudières gaz plus performantes. Pour en bénéficier, les clients doivent avoir envoyé leur dossier à leur fournisseur d'énergie avant d'effectuer les travaux. Et c'est le fournisseur ensuite qui traite leur dossier et leur verse la prime. Et il arrive, par exemple, que des clients fassent les travaux avant de constituer le dossier auprès du fournisseur, qui ne peut alors l'accepter. Donc, on a des cas comme ça. On a aussi des clients qui pensent avoir tout bien fait. Ils ont envoyé leur dossier dans les temps, mais ils n'ont pas respecté une clause. Par exemple, le niveau minimum de performance du régulateur n'est pas atteint et c'est une raison
et c'est une raison suffisante dans la réglementation pour que le dossier soit refusé. Donc, il faut ensuite prendre tout le temps nécessaire pour bien analyser ces dossiers et faire comprendre ensuite au client que le fournisseur ne pouvait pas déroger à la loi et ne pouvait pas accepter son dossier. Alors, on a aussi des cas où il y a eu un retard dans la gestion du dossier pour le versement de la prime. Et là, la médiation amène à débloquer la situation et à accélérer le versement. Donc, ça marche dans les deux sens. Je vous donne un deuxième exemple, peut-être encore plus compliqué, celui d'une inversion de compteur ou de point de livraison de l'énergie. Vous pouvez avoir des coupures fortuites de fourniture d'énergie ou une anomalie de la facturation, par exemple un montant plus élevé que d'habitude, une absence de facture. Et tout ça peut révéler une situation complexe d'inversion de compteur, par exemple, qui a pu s'installer sur des années. Il faut alors analyser les consommations, les factures, les correspondances entre plusieurs consommations sur plusieurs compteurs, avec plusieurs interlocuteurs, afin de pouvoir évaluer les dommages, faire appliquer la loi et ensuite simplifier tout cela pour que le client puisse le comprendre et s'assurer de la remise en ordre des références et du matériel. Donc, vous voyez qu'on a des situations qui sont assez complexes et pourtant, comme je vous le disais, on a 95% de situations qui sont débloquées, qui sont acceptées. Alors, en conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que mon travail et celui de l'équipe de la médiation, compte tenu du nombre de dossiers volumineux et de leurs caractéristiques, nécessite de mobiliser de nombreuses compétences et particulièrement techniques et réglementaires. Et de plus, il fait appel à des qualités d'analyse, d'ouverture, d'écoute bienveillante et d'adaptation au langage des uns et des autres, comme dans toute médiation. Voilà, je pense vous avoir dit l'essentiel. Je vous remercie pour votre attention et je serai heureuse de répondre à vos questions.